ce nouveau colloque éthique et accident du transfert. Je vais laisser juste une petite chose. Chaque colloque, depuis au moins 5 ans, s'émaille de petits imprévus. La dernière fois, pour psychanalyse et flamenco, nous étions dans une ambiance de semi-guérilla avec l'ensemble des Gilets jaunes français à Toulouse. Et aujourd'hui, c'est les problématiques du Covid. Donc, je vais laisser le président de séance démarrer, présenter les intervenants et je vous ferai une petite introduction. Bon, bien bonjour, bienvenue. Les intervenants ce matin, ça va être d'abord Monique Loret à 9h30, puis Patrick Denetter, qui est psychanalyste à Bruxelles, cofondateur d'Espace Analytique de Belgique, professeur émérite en psychopathologie du couple et de la famille et de la sexualité. Ensuite, il y aura Jean-Jacques Moscovitz, psychanalyste à Paris, auteur de plusieurs ouvrages, dont Hypothèse, Amour, chez Kalman Levy, et il y a des activités d'une association psychanalytique, il rectifiera si je me trompe un peu, qui s'appelle Le Regard qui bat. Et à midi, il y aura l'intervention de Daniel Siboni, Lacan comme accident du transfert. Voilà. Donc, présenter aussi les discutants qui sont Sophie Camacho et Michel Vaquier. Voilà, donc bonjour et bienvenue. Cette journée s'ouvre donc sur des considérations éthiques. La question des accidents du transfert est une bonne question. En effet, il va s'agir aujourd'hui non pas de s'exciter à une dénonciation de ces accidents sur le mode MeToo, mais de comprendre ce qui est en jeu sur le plan éthique à chaque fois que dans l'histoire cette limite a été franchie. Dans le séminaire du même nom, Lacan pose dès le début l'importance du rapport entre éthique et demande. En effet, la demande adressée au psychanalyste est toujours, du moins dans la névrose, une demande d'obtention de l'objet manquant. On demande toujours au psychanalyste de répondre, de donner de son être, telle cette femme qui, ayant vu sur mon bureau un livre de Winnicott, La capacité à être seule, est allée acheter ce livre et a écouté des podcasts donc sur Winnicott. Les semaines suivantes, elle m'a interpellé avec beaucoup de suspicion quant à mes compétences cliniques en me disant « Mais vous savez, Winnicott, lui, au moins, il tenait la main de ses patientes. » Attitude qu'elle admirait profondément à proportion de l'angoisse qui se déclenchait chez elle quand l'autre ne répondait pas. Presque toutes les cures commencent par la demande de l'analysant, demande de mettre l'analyste en place de symptômes, de celui qui, en tant qu'objet, va procurer ce qui manque à la personne. Transfert côté analysant, et cet appel à ce que l'autre incarne sous une forme ou une autre, souvent imaginaire, cet autre qui a manqué. Pas question donc de compter sur l'éthique de l'analysant, puisque ces attentes qui consistent à faire de l'analyste son symptôme sont finalement légitimes, ou moins logiques dans son système de pensée. C'est la confrontation de ces attentes avec le vide de la réponse de l'analyste qui constitue le moteur de l'analyse. Ce qui met l'analyste à une place très particulière et l'interroge sur ce qu'il veut à l'autre, on pourrait dire, dans le cas qui nous préoccupe, on pourrait dire ce qu'il attend de l'autre, dans le cadre de la cure. Céder à cet appel, c'est-à-dire se faire valoir consciemment ou non comme l'objet manquant, revient plus ou moins à créditer les arguments de certains abuseurs vis-à-vis des enfants. Il était consentant, c'est lui ou c'est elle qui m'a allumé. Bien sûr, puisqu'il ou elle demande. Comme dans le cas des enfants, nous sommes ici dans le domaine de l'infantile. Les enfants abusés par des proches ne demandaient souvent qu'un rapport d'estime ou d'une tendresse légitime avec l'adulte. Certes, d'une façon ou d'une autre, les psychanalystes se font allumer, et la position n'est pas forcément commode. On peut compter sur la finesse hystérique ou sur la soumission de l'autre à l'autre de l'obsessionnel pour tenter de mettre le feu aux poudres au bon endroit. Quel psychanalyste n'a pas eu ce genre de fil à retordre? Mais qu'est-ce qui fait que pour certains, la séduction exercée par le ou la patiente n'a pas pu être simplement remis comme élément signifiant dans le cadre de la cure? En préparant cette ouverture, je n'ai pas pu m'empêcher de faire un parallèle entre les quelques abus sexuels qui parsèment l'histoire de la psychanalyse et ceux qui ont lieu dans l'Église catholique et qui révèlent d'une pratique quasiment instituée. Dans un entretien à France Culture sur ce thème, quelqu'un disait en substance « Finalement, ce qui compte, c'est que les prêtres ne fautent surtout pas avec des femmes. »
On pouvait y entendre, et c'est en cela que ce parallèle m'intéresse, l'embarras dénoncé par Freud des institutions envers le féminin. Ce que les monothéismes ont en commun, c'est la peur d'un féminin en liberté. Freud, dans Psychologie des foules et Analyse du moi, avait déjà souligné l'impossibilité de maintenir une institution sans brider le féminin. Je cite, dans les grandes foules artificielles, églises ou armées, il n'y a pas de place pour la femme en tant qu'objet sexuel. De la même façon, l'amour pour la femme auront les liens à la foule, propres à la race, à la division en nations et au système social des classes. Il dit ça dans Psychologie des foules et Analyse du moi. Le passage à l'acte signerait-il un embarras important du psychanalyste avec le féminin? Une impossibilité de laisser choir la jouissance phallique qui pointe à l'horizon de la fin de chaque cure. L'abus sexuel n'est que l'étape ultime d'un processus qui enraye le travail analytique. Mais il n'est pas besoin d'aller jusque-là pour partir pour considérer quelque chose qui serait du coup un accident de transfert. Chaque tentative de rapprochement hors cadre de la part de l'analyste est à interroger. Fréquentation hors cadre pour d'autres finalités dans les écoles, par exemple, ou irruption de l'analyste dans la vie privée de l'analysant. Y compris, et c'est pour moi une question, vraiment, après le temps du travail analytique. J'ai toujours été surpris par les relations de Freud avec ses anciens patients, le voyage en commun, par exemple, ou par le fait que c'est, je crois, je n'ai pas eu le temps de vérifier, Marie Bonaparte, qui a organisé l'ultime séjour de Freud à Londres. Je concède bien volontiers qu'il s'agissait d'une autre époque et que l'éthique analytique s'est échafaudée au fur et à mesure de l'expérience acquise par des psychanalystes. Mais à partir d'où vouloir quelque chose à une personne que l'on a en analyse ou que l'on a eu précédemment en analyse ne constitue-t-il pas un accident de transfert? Pour finir, je voudrais évoquer un rêve qui a marqué une étape dans le travail d'une personne plusieurs fois victime d'abus sexuels. Elle rêve que son analyste est sur un toit. Elle y est aussi, mais un peu plus loin. Il se déshabille complètement et s'étend nu au soleil pour se faire bronzer en toute indifférence. Elle commande ce rêve en s'étonnant d'avoir pu voir cette scène naturellement, sans angoisse particulière, ce qui est une nouveauté pour elle et qu'elle le vit dans un grand soulagement. Dans ce rêve, la confiance en la personne de l'analyste est ce par quoi elle se soigne. Il existe au moins pour elle quelqu'un qui ne va pas abuser. Merci Christophe. Je vais prendre quelques minutes d'introduction aussi. Et comme tu as oublié de me présenter, c'est vrai. Oui, je suis psychiatre psychanalyste, membre de la SPF qui est partie prenante dans l'organisation de ce colloque aussi et de la Fondation européenne de la psychanalyse et présidente de l'association toulousaine Psycha 31. Donc ce choix de la question de l'éthique. Le sentiment éthique s'impose comme une forme d'interdiction de conscience morale. L'interrogation éthique est une question qui a été posée tout au long des siècles. Et Socrate a été le premier philosophe de l'éthique et elle nous a aussi été grandement léguée dans l'éthique kantienne. L'éthique concerne une question fondamentale en psychanalyse, c'est la question de la responsabilité de l'analyste, à différencier de la loi morale avancée par Kant dans sa critique de la raison pratique. La perspective kantienne mettait l'accent sur le devoir, dont le poids est identifié à celui de la raison, appuyé sur le comportement réel du sujet. Le terme éthique vient lui-même du latin ethicus, dans le sens moral, mais aussi du grec ethos ou eitos, signifiant les mœurs ou la demeure. La voie selon laquelle les principes éthiques se formulent à la conscience ou qu'ils sont toujours prêts à ressurgir du préconscient comme commandement, ont le rapport le plus étroit, il faut le rappeler, avec le principe de réalité, ce second principe introduit par Freud. Le fondement de la loi morale est posé chez Freud par l'interdit de la mère comme objet de l'inceste. Elle est un bien interdit, ce souverain bien, donc il n'y a pas de souverain bien. Toute la métapsychologie freudienne reflète une pensée éthique. Lacan, lui, a fait de l'éthique un thème majeur et l'a placé à la suite de Spinoza comme une réponse possible au malaise dans la culture. Lorsque les progrès moraux et éthiques d'une civilisation ne sont pas à la hauteur des progrès scientifiques, le décalage imposé ne fait qu'accentuer les difficultés et provoquer des crises, comme celles que nos sociétés traversent actuellement et dont vous parlera tout à l'heure Daniel Siboni.
La récente crise du Covid-19 soulève de nouvelles questions que nous devons aussi interroger. Freud, lui, était parti de l'attitude radicale du médecin qui, vis-à-vis du corps du patient, a l'attitude d'un expert qui démonte une machine dans une perspective qui décompose le vivant. Cela pourrait avoir quelque chose de troublant, voire de scandaleux, mais c'est oublier, dit Lacan, que la machine est liée à des fonctions essentiellement humaines. Elle incarne l'activité symbolique la plus absolue chez l'homme, mais elle peut aussi avoir des effets pervers et délétères sans encadrement éthique et moral, soumettant aujourd'hui l'homme, dans notre siècle qui vient et déjà débuté, à une nouvelle parole ordonnatrice. Lacan parlait déjà non sans humour dans les années 60 d'une machine la plus moderne et beaucoup plus dangereuse pour l'homme que la bombe atomique, la machine à calculer. L'ordinateur, la pensée numérique et les logiques algorithmiques n'en étaient qu'encore qu'à leurs balbutiements. La machine semble aujourd'hui prendre la parole ordonnatrice, celle annoncée par George Orwell, dont le monde apocalyptique déshumanisé semblerait peut-être déjà dépassé. Cela soulève de profondes questions éthiques que j'ai eu l'idée de proposer pour le prochain colloque qui se tiendra le 2 octobre. Nous nous devons, en présence à Toulouse, voilà, en présentiel, parce que pas mal de personnes ont renoncé à ce colloque parce qu'ils préféraient le présentiel, il faut le dire aussi. Nous nous devons de veiller pour nos descendants à respecter le droit à la vie, le droit à un futur viable et à la dignité à laquelle tout être humain a droit. Le moteur essentiel à l'humanisation de la psychiatrie et au travail psychique qui peut se mettre en œuvre à partir de la rencontre avec un soignant, c'est le transfert. Le transfert, c'est aussi dans tous les lieux où un autre enseigne à un plus jeune, dans l'église, Laurent Lemoine en parlera, dans le sport aussi. Il y avait une émission cette semaine qui disait qu'un sportif sur 7 avait subi un abus sexuel et dans le très haut milieu de la compétition, 30%. Donc, ce transfert, c'est une relation qui doit être de confiance, et qui s'instaure avec la personne, qui va pouvoir aider à la guérison et dans laquelle, dans la psychanalyse, va se réactualiser l'histoire infantile du sujet, entraînant une régression. La relation analytique, dit Freud, est fondée sur l'amour de la vérité, c'est-à-dire sur la reconnaissance de la réalité, et elle exclut tout faux semblant et tout leurre. Faire une analyse permet de réécrire son histoire, de gagner sur les zones d'ombre de l'inconscient en élargissant sa conscience, dans un principe d'élargissement d'Erweiterung qu'il avait proposé dans les 3 essais. S'engager dans une expérience analytique permet de naître à soi-même en tant que sujet authentique, porteur de sa parole. Une fois la mise à jour de refoulée, rappelait Freud, après avoir vaincu les résistances, cela libère une très grande énergie psychique et ouvre à ce fond primitif décrit par Lou Andréas Salomé et pressenti par les poètes, une énergie vitale créatrice qui jaillit de l'inconscient. La dissection analytique, comme le disait si joliment Lou Andréas Salomé, est un travail de libération de l'intensité de la vie. Les capacités à travailler, à sublimer, c'est un autre versant du sentiment éthique, la sublimation, et à aimer seront les caractères majeurs de cette fin d'analyse. L'un des buts de la cure est de parvenir à aimer, c'est-à-dire de ne plus jouir de la haine primaire et de pouvoir s'ouvrir à la capacité de sublimation et d'humanisation. L'éthique, donc, consiste essentiellement en un jugement sur notre action, disait Lacan. Et que devons-nous faire pour agir d'une façon droite, étant donné notre condition d'homme? La cure débute donc avec la mise en place du transfert, ce pilier majeur pour Freud, et le désir de l'analyste en est le pivot. Lacan donc a mis tout au long de son œuvre en exergue cette question centrale en formulant une nouvelle éthique à partir du séminaire Le Transfert. Ce transfert, Übertragung, désigne en analyse le processus par lequel les désirs inconscients s'actualisent sur certains choix d'objets de manière répétitive dans le cadre de la relation analytique. Et l'analyste, le temps de la cure, va être investi de nouveaux mouvements psychiques affectifs, voire passionnels, face auxquels sa très grande neutralité doit aider au dépassement. Le transfert s'impose pour Freud comme une dernière création de la maladie, permettant le déplacement, l'étymologie du mot transfert est transférer, porter au-delà, synonyme de transport.
donc un transport au-delà des produits psychiques morbides dans un mouvement qui nécessite la mise à jour des causes de l'impasse subjective et par là la possibilité de modification du positionnement psychique du sujet. À la lecture de plusieurs témoignages et autrices et auteurs qui se sont penchés plus systématiquement sur la question, je pense que les effets sont le plus souvent pathogènes. Et je rejoins ainsi les positions de plusieurs collègues comme Suzanne Boer, Monique Loret, Louise Deftebé, Gisèle Arus-Rividi, Sarah Chiche et McDougall, et Jacques Nassif et Jean Nadal. Notons que ce sont des femmes qui se sont publiquement, les plus nombreuses, qui se sont publiquement exprimées sur les effets pathogènes de ces passages à l'acte, tandis que plusieurs hommes en ont nié l'importance traumatique, voire en nié l'existence, ce qui est un comble. Dans sa contribution au livre collectif sur la passion, McDougall brosse un éclairant tableau sur les accidents du transfert qui ont émaillé l'histoire de la psychanalyse. Et lors d'un entretien publié avec Marie-Rose Morat, elle affirma qu'elle était tenaillée par ces patientes qui parlent de la transgression qu'elles ont subie de la part de leur analyste, alors que l'expérience des premiers analystes indique que leurs analysants en sortaient très mal. Je cite toujours McDougall. Les patientes, disait-elle, sont complètement détruites par ce qui leur arrive. Et elle termine en disant « Je n'ai aucune croyance dans le pénis thérapeutique ». Alors, s'il faut citer les différents effets pathogènes, puisque c'est le sujet de mon topo, ben, j'ai retrouvé dans ces témoignages, elle parle de ces analysants par d'épisodes de dépression, le plus souvent, d'angoisse envahissante, de crise aboutissant à l'hospitalisation, de multiplication de symptômes somatiques inexplicables, sentiment de devenir folle, un abandon des relations dans la réalité au profit de la seule relation transférentielle. D'autres parlent encore de vide intérieur, de désintégration, de solitude sans nom, de crise de larmes infinies. Plusieurs multiplient les consultations médicales et versent dans un usage abusif de drogues médicamenteuses ou encore s'engagent certaines dans une vie sexuelle débridée, ce qui n'est pas vécu par elles comme gain thérapeutique. Enfin, plusieurs évoquent l'envie d'en finir avec la vie. L'une d'entre elles est d'ailleurs passée à l'acte. Elle est venue se suicider avec une arme à feu dans la salle d'attente de son analyste, l'analyste que j'évoquais en commençant. D'autres se sont vengés, je dirais heureusement, en faisant un procès, d'autres encore en écrivant leurs témoignages. Elles évoquent nombreuses la haine de leur analyste et la perte de confiance non seulement dans ce dernier, mais dans l'analyse elle-même. Jacqueline Santori écrit ainsi « Existe-t-il un psychanalyste ? La psychanalyse ne sert-elle pas de masque à la toute-puissance, à la perversion de ceux qui l'exercent ?» Alors, comment rendre compte de ces effets pathogènes qui s'observent donc dans la plupart des cas? Le témoignage de quelques-unes d'entre elles qui ont entrepris une nouvelle analyse après avoir été séduits ou après avoir séduit leur analyste est éclairant. Pour les unes, il ne s'agit pas seulement d'une transgression de la règle analytique par deux adultes consentants, mais d'une transgression de l'interdit de l'inceste. Anonymat affirme ainsi qu'il ne s'agit pas d'une séduction d'un homme par une femme, d'une femme par un homme. Elle est d'abord et surtout, dit-elle, la séduction d'un enfant, une séduction non seulement d'un père ou par un père, mais plus radicalement d'une mère ou par une mère. Son analyste était un homme. Ainsi, dans son livre, s'adressant à son analyste amant, elle écrit « Au fond, est-ce que tu ne t'es jamais rendu compte que tu n'avais que le corps de la femme adulte dans les bras? Mon âme était celle d'une petite fille. » Alors, les hommes pensent trop facilement que la chance ou le hasard seuls agissent dans la rencontre de la femme qui leur convienne. J'ai eu du pot. Sorte d'innocence voulue, n'est-ce pas? Voulue pour ne rien savoir de l'inscription dans le réel de cette hypothèse, d'une névrose, d'une réserve
souterraine de désir face à sa mère, à de la mère en lui, n'est-ce pas? Voilà l'Oedipe en plein tuyau. C'est là. Et c'est là où je vais parler tout à l'heure de jouissance mère, comme je l'ai mis dans le titre. En clinique de cinéma, c'est comme ça que je parle aujourd'hui, puisque je m'occupe beaucoup de projections. Enfin, ça va revenir avec le Covid qui s'en va. En clinique de cinéma, voyons Casino de 95 de Martin Scorsese, où De Niro, le héros très chanceux, rencontre une femme dans son casino de jeu. Il l'adore et l'épouse très vite. Il lui donne les clés de son coffre où se trouvent bijoux, argent et plein de secrets. Il l'idéalise au point qu'elle ne peut que le tromper avec son meilleur copain, à qui elle demande alors « Tu vas me protéger », phrase fatidique qui signe qu'elle désire, n'est-ce pas, à nouveau, être objet sexuel pour l'homme, telle une prostituée, d'où elle sort du ruisseau, était dit dans notre film. Cliniquement, l'important est de voir qu'il y a de l'autre homme pour l'homme, tel que la femme, tout au moins sa femme, va appartenir dans son fantasme à cet autre homme-là. Oedipe à l'état pur, là aussi, massivement. Le cinéma de Scorsese est très doué pour mettre en scène l'Oedipe. N'est-ce pas? Elle est attrayante, celle-là, pourquoi? Parce que justement, elle vient solliciter ce que j'appelle, et ce qu'on peut appeler facilement, la psycho-homosexualité masculine. Hein? Celle de l'amitié passionnelle, qui peut aller jusqu'à la passion entre hommes, où se révèle la nature du masculin. C'est une dialectique non érotique, non homosexuelle pratique, disons, propre au masculin, entre amour et désir, et qui sont sublimés, n'est-ce pas? Et que là, il y a une sorte de tension violente qui existe entre celui à qui cette femme appartient et celui qui s'interdit radicalement de l'aborder. Ce qui est profondément lié à l'existence de la sexualité infantile et à la puissance de son refoulement dans cette amitié entre hommes, ce qui se déploie dans le transfert, quand il y a un homme qui parle de tout ça. C'est dire ici que le refoulement côté masculin indique que toute approche du sexuel implique une certaine approche de la mort. C'est ça le point un peu compliqué, mais que l'analyse révèle tout au moins pour certains patients hommes. Et ça, c'est comme limite de la vie. C'est au bord de la vie qui pourrait s'arrêter. Savoir que l'excitation sexuelle et la mort sont dans une intrication si refoulée que notre imaginaire culturel ne nous permet pas de lui supposer encore qu'il puisse exister chez l'enfant. Inconscient et le sexuel, EST, donc inconscient et le sexuel infantile sont si identifiés l'un à l'autre que l'enfant ne connaît pas la mort selon nous et serait ainsi angélique. Et par là même, il ne serait pas non plus dans l'ordre du sexuel, soi-disant de la sexualité infantile, et que c'est le culturel qui nous y amène, n'est-ce pas, qu'il serait donc sans sexualité, sans idée de la mort non plus. C'est plus compliqué aussi, mais je le dis comme ça pour l'instant. L'inceste, donc, pour la mère et le meurtre pour le père sont si liés que l'on ne peut dire lequel vient avant l'autre. Une telle tension entre sexuel et mort est peut-être plus radicale au registre du masculin que du féminin, parce qu'elle est liée à son profond refoulement, plus fort que chez le féminin, qui fait retour dans la violence musculaire inhérente au viril lui-même. Le meurtre est en même temps la conséquence de l'inceste, n'est-ce pas? Comme si le fils disait à son père « Dégage-toi de là, tu me gênes, je te tue ». Et c'est ce qui le rend possible, justement, ce meurtre. Car il y a, au moins en fantasme, car il y a là une telle prééminence réciproque entre inceste et meurtre, encore une fois, au point que toute transgression, quelle qu'elle soit, n'est rien d'autre que son interdit par le meurtre lui-même. C'est le meurtre du père qui interdit l'inceste. Bon, c'est là un point qu'on n'a pas travaillé dans la discussion de tout à l'heure. C'est ainsi que l'interdit se répète et fonde ainsi une limite inscrite avec des énoncés de paroles en séance et dans le culturel. Cela signe la présence de la loi dans les lois, loi majuscule avec un L majuscule. Et là, c'est justement le risque de violence qui s'éloigne si cette loi dans les lois est reconnue.
dans une analyse, donc, puisqu'on est analyste. Et cela fonde ainsi des normes impératives dans le culturel, indépassables, inscrites dans les commandements religieux, monothéistes ou pas, théologiques, et donc politiques, notamment avec l'avènement de la laïcité de l'État. Ça y reste. Hein. La laïcité n'est pas anti-religieuse en étant anti-loi de l'interdit du meurtre et de l'inceste. La transgression individuelle, en tout cas, je tiens à le dire là, ne peut détruire l'interdit. L'interdit, il est détruit vraiment dans les génocides. Hein. La transgression individuelle, en tout cas, ne peut détruire l'interdit. Je dis ça parce qu'on a voulu comparer les actes pédophiliques et les actes de viol sur les femmes à un génocide. Bon, ça ne peut pas marcher, ça. Bon, je passe. La transgression individuelle, en tout cas, donc, ne peut détruire l'interdit, d'où cette poussée sans cesse active dans un retour incessant d'intrication, d'imbrication entre Eros et Thanatos, ces deux pulsions fondamentales, aussi éternelles l'une que l'autre. On n'a pas assumé ce geste d'exclusion, même provisoire, pour des raisons valables ou pas, peu importe, mais qui méritent au moins d'être comprises. Si on ne tolère pas un geste d'exclusion à ce degré d'absolu, sans qu'il rappelle d'horribles exclusions et des pratiques de tri parmi la foule, c'est qu'on est très fragile de ce côté-là et qu'on a besoin de refouler encore plus de ce côté précisément. On prétend récuser ce geste en disant qu'on est en démocratie, mais cela n'a rien à voir avec la démocratie. Des gens sont infectés, doivent être isolés pour se soigner et revenir dans la circulation. Ce n'est ni pour ni contre la démocratie. Si on n'a pas assumé ce geste, c'est que cette exclusion rappelle celle qu'on a pratiquée, que l'État a pratiquée ainsi que d'autres, celle des minorités, des Noirs, des Juifs, des musulmans et d'autres éléments considérés comme suspects ou inférieurs, toutes ces exclusions qui ont été ravageuses, qui ont laissé des blessures, des cicatrices. Et donc, on paye en perdant l'aspect positif du geste, qui est de distinguer, de différencier, parce que l'aspect négatif a été écrasant. Et dans cette perte, on a sacrifié beaucoup de choses. La liberté, le travail, la culture, la rencontre, la fête, le corps, pour ne pas avoir à affronter un retour du refoulé plein d'exclusion. Quand on exclut à ce point le geste d'exclure même s'il est justifié, c'est qu'on a peur d'un tel retour. C'est plus que de la peur, c'est de la panique. On n'a pas envie de rappeler ça, ni de se mesurer avec. On l'a dit, les vaccinés ne pourront pas bénéficier de liberté, car ce serait en exclure les autres. Donc le schéma ne varie pas. D'ici que tout le monde ou presque soit vacciné, il se passera un peu de temps, et d'autant plus que beaucoup ne voudront pas être vaccinés. Alors, certaines activités seront finalement ouvertes aux seuls vaccinés, à l'exclusion des autres. Nous y revoilà. Non, dira-t-on, dans certains cas, il suffira d'être testé. Mais alors, cela signifie qu'on aurait pu, depuis très longtemps, avoir ces activités si les tests y suffisent. Certains vont hurler de regret pour tout ce temps perdu et tout ce gâchis. Pour maintenir les interdits, on a appelé à la rescousse des arguments dits scientifiques. Des gens vaccinés risqueraient d'être porteurs sains et donc de contaminer les autres. La probabilité pour qu'un corps bourré d'anticorps par une double vaccination abrite un virus virulent est infime. Et justement, dans cette mentalité, on traite les risques comme des certitudes. D'une manière plus générale, lorsqu'on prend un risque comme une certitude, c'est une attaque contre le hasard. On ne laisse pas sa chance au hasard. Un tel est vacciné peut tomber malade, car rarissime, c'est son destin, distinct d'un autre. Traiter le risque comme une certitude revient à vouloir abolir le hasard qui, lui, n'en fait qu'à sa tête parce qu'il est une forme du divin.
C'est donc une tentative de meurtre du hasard. C'est une faute symbolique grave et qui se paye. Il y a bien une pathologie dans le rapport à l'exclusion, mais quand le terme même d'exclusion devient un objet phobique. En somme, on a payé par ce chaos pour maintenir bien refoulés nos réflexes d'exclusion. Autrement dit, on a payé pour ces réflexes qui sont cruciaux dans ce qu'on appelle la haine identitaire. Une identité fustige dans l'autre ce qui lui rappelle sa faille qu'elle a du mal à supporter. En somme, nous payons dans cette gestion catastrophique de la pandémie rien de moins que les racismes et les haines identitaires si bien ancrées dans tout pays et qui touchent à peu près tout le monde. Au fond, un sujet, un groupe ou un peuple incapable d'exclure à bon escient exprime par là qu'il est bourré de réflexes d'exclusion qui lui font peur, qu'il préfère sacrifier les bénéfices d'une exclusion nécessaire et utile plutôt que d'être confronté à ces réflexes. Or, la plupart des connaissances, surtout celles qui touchent au corps, comportent des exceptions, donc des risques qui, comme leur nom l'indique, sont exclus de la règle. Cette façon de prendre pour des certitudes des exceptions, qui sont en fait des risques, a fait des ravages dans la crise financière de 2008, celle des subprimes, où l'on a oublié que c'était des risques en les intégrant au calcul, de sorte que l'aspect risque était caché et semblait aboli. La sanction catastrophique n'a pas tardé avec l'ampleur que l'on sait, de sorte que la pathologie du rapport à l'exclusion, en tant que refoulement menaçant, se rattache à un rapport faussé au risque et plus largement à l'exception, à la distinction. Le rapport à la prévision est faussé du même coup. On aligne le présent sur la prévision d'un risque pris comme certitude. C'est d'une folle agressivité. On dirait que les pouvoirs, par cet excès de prévision, se vengent de n'avoir rien prévu ou de n'avoir fait que s'aligner sur l'impuissance du système à affronter l'imprévu et à permettre sa subjectivation. Ce n'est pas du savoir technique que nous vient l'assujettissement, mais de son usage par le pouvoir et la loi narcissique, d'autant plus abusive que ce savoir est plutôt mince, c'est qu'il joue à fond sur la supposition, sur un transfert qu'il contrôle bien pour réduire les autres au silence. Alors, certains axes, hein, bien sûr, seulement de questionnement qui me tiennent à cœur. Si l'éthique interroge et condense plusieurs directions de sens, force est de rappeler qu'elle a deux versants. Dès l'instant où on ne peut dissocier notre discipline, donc la psychanalyse, de la société dans laquelle elle se déploie. Elle se trouve bien à l'articulation de deux registres, l'un orienté vers l'analysant et la mise en tension nécessaire afin que de l'analyse soit rendue possible. J'insiste sur cette idée parce que je crois que d'une façon générale, nous avons surtout à faire en sorte que de l'analyse soit possible par l'analysant et ne pas effectivement viser un formatage du savoir issu de l'analyste. Voilà. Et l'autre, donc, là j'ai fait une petite incise, l'autre versant qui relève de l'inscription de l'activité de l'analyste dans la société. Et là encore, on pourrait dire deux directions, la société au sens large et puis la société analytique, il en a été question ce matin justement. Ce sujet a aussi une double entrée, car à la dimension consciente qui interroge bien sûr l'organisation psychique d'un analyste, se trouve nécessairement associée une composante inconsciente qui la relève de la part résiduelle, donc si on pourrait dire l'inanalysé de l'analyste, et donc ça relève bien sûr du travail du contre-travail. En cela d'ailleurs, l'analyse est sans fin et se poursuit indéfiniment, il faut le rappeler.
Il faut dire quand même que la plupart des manquements ou fautes éthiques, en dehors des conduites délibérément perverses, a une origine inconsciente, donc contre-transférentielle, et que les seuls règlements d'un exercice ne peuvent pas contenir. Alors nous nous accordons bien sûr avec la nécessité d'une éthique professionnelle, mais il nous faut admettre que la pratique est une difficile partie jalonnée d'embûches et les manquements en ce domaine adviennent, plus souvent d'ailleurs qu'à notre seule connaissance, Monique le rappelait ce matin. Se dessine de fait, il faut bien le dire, là aussi, un hiatus potentiel entre écrit, discours et acte. Alors comment comprendre cela, si ce n'est effectivement de parler d'accident de transfert? Et je rappelle ici la parole freudienne que nous connaissons, mais elle vaut toujours d'être rappelée, les seuls obstacles vraiment sérieux se rencontrent dans le maniement du transfert. Sinon, en apparence c'est simple, on peut réciter le sujet en analyse attrape l'amour comme une maladie thérapeutique en s'attachant à son thérapeute, mais c'est d'autre chose qu'il s'agit. C'est un peu plus intelligent. Alors du coup, j'en profite pour, ça a sans doute été évoqué ce matin, du coup, très rapidement, le trajet de Freud sur le transfert, il le nomme en 1895 au pluriel. Pas parce qu'il n'est pas encore sûr de la notion et du singulier, mais parce que le transfert est un pluriel. Les transferts, et là Dora est embusquée, là, c'est un ensemble, c'est une giclée de motions pulsionnelles. Voilà. C'est pour ça que quand on dit le transfert au singulier, c'est comme si je l'avais en main. Non, c'est d'abord sa barde, quoi. Et on sait que c'est l'hystérie qui l'a éduqué au transfert, jusqu'à ce qu'il arrive à cette brève rencontre inoubliable avec Dora, qui a été malheureuse toute sa vie, mais qui était très fière d'avoir été la patiente de Freud, comme si ce transfert raté, 3 semaines seulement, ça a été le souvenir de sa vie. Voilà. Mais enfin, Freud a été traumatisé indéniablement. 20 ans après, alors, il publie en 1905, alors que 6 ans après l'analyse, qui montre bien quand même le trauma, il a fallu qu'il se remette pour publier, 10 ans après la publication, il homologue cette notion d'amour de transfert qui doit nous intéresser beaucoup, du coup. Mais vous voyez, c'est indéniablement de tous les écrits dits techniques de Freud, le texte le plus vivant. Voilà. Parce qu'on voit la conjoncture, on voit la situation, on voit la sagesse de Freud à l'œuvre, mais quand même, il n'est pas plus à l'aise que nous face à la mort de transfert. Le traiter, ne pas le contrer, en même temps le traiter comme un irréel réel, bon. Il faut quand même le faire. Et ça dépend entièrement d'un patient. En 1917, il écrit sa belle leçon, la 27e leçon d'introduction à la psychanalyse sur le transfert, qui est un chef-d'œuvre de synthèse. Et il ne faut pas oublier qu'en 1920, dans l'au-delà du principe de plaisir, au milieu des mécanismes de répétition, on retrouve le transfert. Autrement dit, le transfert n'est pas simplement un mouvement de répétition érotique, mais c'est aussi une manifestation de la pulsion de revenir à son point de départ. Bon. Voilà donc la question, qui est évidemment une question essentielle, n'est-ce pas? Et j'y insiste beaucoup, c'est à la fois une eutuchia et une dystuchia, comme l'amour. C'est pour ça que même quand Freud parle un peu lourdement, finalement, transfert positif et négatif, mais c'est le même. Voilà. C'est le même, mais évidemment, il ne se manifeste pas au même moment et avec la même valeur d'affect. Le transfert, c'est aussi, rappelons-le, comme l'amour, un vécu confusionnel. C'est une fausse connexion. Donc, c'est comme un parasitage. Si je mets une prise avec une fausse connexion, il peut arriver une implosion. Mais oui, c'est une fausse connexion. On se trompe de personne, mais on ne se trompe pas du tout de personne non plus, aussi. C'est évidemment le retour sur le devant de la scène d'un passé, mais d'un passé vivant. Bon. Est-ce que ce n'est pas ça le vertige de l'amour, comme on dit? Et qu'elle soit fausse, ces connexions, elle n'empêche pas d'être plus vraie que nature. Parce que je ne sais pas sur quoi je suis branché au juste. Voilà. Dans l'amour, c'est le prochain rendez-vous qui m'apprendra. Pour l'analyse, c'est la prochaine séance. Donc le transfert, évidemment, il s'expérimente dans cette répétition. Donc ce transfert-là, qui, comme tout amour, passion, parfois je parle de passion de transfert, pas toujours,
D'ailleurs, un analyste qui aurait des passions explosives à chaque fois, il devrait s'interroger. Bon. Mais enfin, ça existe bien, l'amour de transfert, la passion transfert, et Freud emploie le même mot, ravageant, Überwältigen, n'est-ce pas, pour désigner la passion et pour désigner la mélancolie. Le sujet est terrassé par l'objet. C'est ça la position de l'analyste, manier le transfert, c'est ça. C'est pas le tenir en main, c'est cette histoire de manier. C'est vrai qu'on est peut-être un peu gêné, mais enfin, Handhabung, c'est manier au sens d'avoir en main, il y a hand, voilà, d'avoir en main, de ne pas le lâcher. Voilà. C'est donc un vécu amoureux confusionnel. L'un des paratextes du transfert et de l'amour, c'est pas que je vais les confondre, mais bon, c'est que je confonds le passé et le présent. Dans l'amour, il y a un sentiment toujours hyper neuf, et c'est le signe que ça répète. Plus c'est un retour, ne serait-ce que d'un amour oedipien, plus ça a l'air neuf. Donc non seulement ça répète, mais en plus ça donne un sentiment de reviviscence étonnante. Et là, on voit bien comment résonne mon analyste. Ce pronom personnel, quand même, il pèse lourd. Mais on n'est pas dans le pathos. On n'est pas dans le pathos. Ce n'est pas de l'affectivité, simplement. Lacan a raison de le mettre du côté du savoir. Celui-là que je suppose me savoir, celui-là, je l'aime. Voilà. C'est ça que Lacan a, dans une certaine mesure, désaffectivisé le transfert. Mais alors, c'est un peu différent là dans l'amour, mais dans l'amour, est-ce que je ne tombe pas amoureux ou amoureuse avec cette idée que l'autre détient un savoir à mon sujet? Bon, on pourrait dire plus simplement, on s'entend bien, il y a des affinités. Non, les affinités électives viennent du fait qu'il y a un savoir à mon sujet dans l'autre. Ça peut être une erreur, mais ça marche. Non, ça éclate. Peut-être encore un mot sur le signifiant Übertragung en allemand, parce que Gedankenübertragung, c'est la télépathie, c'est le transfert de pensée. Bien sûr, le transfert, c'est un déplacement spatial. Mais il y a aussi chez Freud, c'est intéressant de voir le champ sémantique, Übertragungsfähigkeit, l'aptitude au transfert. Tout le monde n'est pas capable de transfert, pas plus que d'amour. Übertragungswiderstand, c'est-à-dire résistance de transfert. On va en venir avec l'amour de transfert, on a un amour qui en même temps sert d'arme à la résistance. Mais comment penser à l'intérieur, cette fois-ci, de l'amour de transfert, le lien entre résistance et amour? Et en allemand, je ne vais pas être plus long sur la langue, mais enfin quand même, in übertragenen Sinn, c'est au sens figuré, au sens transcrit. Ça veut dire quand je confonds, n'est-ce pas, je transpose un sens propre au sens figuré. Voilà. C'est une métaphore, quoi. Lacan a bien montré que l'amour est une métaphore. Ce qui se joue entre Eros et Eroménos, Erastes et Eroménos, c'est ça. Il avait d'ailleurs toujours l'idée que ce qui maintient la métaphore de l'amour, ce n'est pas celui qui aimait, mais celui qui aime. Et justement, le transfert va redistribuer tout ça. On comprend très bien qu'avant de dire que c'est simplement, ça se réduit à la résistance, que c'est un grand moment de la vie passionnelle du patient ou de la patiente. Voilà. Donc, on retrouve bien sûr ce qu'on appelle, mais c'est un cliché, la maladie d'amour. Mais peut-être la vraie maladie d'amour, c'est le transfert. Bon. Toujours quelque chose de névrotique dans le sentiment amoureux, mais voilà, ça pour le coup, d'une certaine manière, on pourrait dire, c'est pour la bonne cause. Pourtant, Lacan, on le sait, Lacan lui-même pressentit l'inévitable triomphe de la religion aux dépens de la psychanalyse. Même si certains aspects typiques de ce retour de la religion lui échappaient encore. Si j'ose dire, il y a une nouvelle tranche. Une nouvelle tranche s'est ouverte depuis le début de ce millénaire en ce qui concerne la cause de Dieu, ce que d'aucuns nomment non sans ambiguïté le prétendu retour du religieux, et que, je dois bien le constater, nos colloques et travaux étudient eux aussi à nouveau frais. Une certaine littérature d'ailleurs en témoigne. En guise de retour du religieux, c'est surtout le triomphe d'un irrationnel fanatique et fondamentaliste auquel nous assistons, de nouvelles identités religieuses, façon identitaire en fait, les vieilles recettes du religieux,
les oripeaux pour emballer les prétendues nouvelles productions religieuses. Décidément, ça fait retour, et c'est bien ça d'ailleurs la fonction du religieux, c'est de faire retour. Et cela fonctionne à ce point que les maîtres du soupçon, notamment le maître qui a mis en évidence l'inconscient, Freud, sont relus en France à travers la réprobation majeure de mai 68. On l'entend un peu dans la culture du temps souvent, la culture médiatique surtout. Cette réprobation de mai 68, vocable qui a toutes les allures d'une formation de l'inconscient, tant il fonctionne en résistance à la révolution psychanalytique notamment, mais aussi à Derrida, Foucault, Deleuze, tous emportés dans la même cancel culture. En France notamment, le dialogue foi-psychanalyse n'avait pourtant pas si mal débuté. Ainsi, Louis Bernard s'était interrogé sur les conditions de ce dialogue. Analogie, homologie, asymptote entre l'expérience analytique et l'expérience chrétienne. Forcément, les mots manquent. La voie mystique a parfois été privilégiée, la voie mystique qualifiée de chemin sans chemin. Cette voie a été empruntée. Lacan, d'ailleurs, ouvrait la voie, si je puis dire. C'est ainsi que le ciel devait tomber sur la tête des chrétiens qui s'engageaient dans l'aventure analytique. L'analyse, c'est partir sans savoir où l'on va, signe précisément que l'on va dans la bonne direction, comme le disait un père de l'Église à propos d'Abraham qui quittait Ur en Chaldée. Terra incognita aussi pour Moïse, aux prises avec son angoisse de culpabilité pré-édipienne, chez lui en Égypte, au moment de tuer le soldat maltraitant. Le père jésuite, Louis Bernard, on peut ajouter le père dominicain Albert Plé, le père Marc Oraison, le père Maurice Belay, vous voyez, une affaire de père, le père Antoine Vergotte, le père Denis Vasse et tant d'autres pères, mais pour évidemment évoquer les magnifiques figures de Françoise Dolto, plus près de nous, Marie Balmary, etc. En moins clérical, Pontalis donnait sa version du ciel qui tombe sur la tête de l'analysant lorsque le chemin de l'analysant se fait chemin de fer et qu'il s'agit pour lui de passer et de repasser par les mêmes gares tout en demeurant dans le même compartiment et que le paysage parvient à changer en dépit, à moins que ce ne soit grâce à une répétition qui, de pathogène qu'elle était, prend peu à peu une toute autre allure. De très clérical qu'il puisse être, lorsque l'analysant sait, que ce soit avant ou pendant la cure, que celui qui va l'écouter ou qui est en train de l'écouter, ou encore qui l'a écouté, c'est-à-dire après coup, l'analysant découvre que son analyste a été religieux, religieuse, prêtre, etc. Donc, de très clérical qu'il puisse être, lorsque l'analysant sait qu'on a affaire à un ecclésiastique, le transfert se laïcise, si vous voulez, abruptement, au point que dans une séance, l'analysant s'entend dire « Dieu est mort pour moi ». Donc, vous voyez, ce que je vais aborder, c'est la question du dire comme acte, de l'acte de dire, et en quoi cet acte de dire peut lui aussi faire violence à l'analysant. Si l'analysant suppose un savoir à l'analyste, n'est-ce pas sur son fantasme qu'il tient secret et qu'il n'ose avouer, et sur sa jouissance qui se donne à déchiffrer dans le symptôme plus que dans la parole. Mais faire de l'analyste se mettre du savoir sur la jouissance de l'analysant, est-ce que ce n'est pas du coup prendre le risque de le traiter comme une sorte d'adepte de ce que je pourrais définir comme discours du pervers?
inscrivant l'analyste et l'analysant au même titre que le pervers à l'université de la jouissance. Cela fait frémir. Avec une autre confusion entre savoir de l'analyste et savoir de l'universitaire, tels que les discours conceptualisés par Lacan les posent, au risque de nous brouiller et ou de nous éclairer, tout au moins de nous donner cet après-midi des pistes de réflexion. Et au risque de nous conduire aussi à cette, je cite, jouissance portée à son incandescence, et on retrouve le feu, l'incendie, dont parle Lacan, et cette excentricité radicale de soi. Excentricité qui rejoint cette notion d'excès en excès qui est venue dans plusieurs des interventions. Cette incandescence, c'est celle exprimée par Claire Maximova dans La tyrannie du silence. J'étais carmélite et un prêtre m'a violée. Devenue, je la cite, désabusée et cynique, elle évoque ces heures incandescentes qui ont thermocollé sur mes yeux confiants de fleurs bleues les lentilles noires du soupçon et du dégoût. Avant de se précipiter à dire que le dégoût est hystérique, encore faut-il entendre quels sont ses fondements. Ce qui déclenche une question vertigineuse que nous n'éviterons pas, l'analyste peut-il être pervers ou rendre fou, comme il est dit en titre d'un certain ouvrage cité ce matin par Patrick de Notaire. Y a-t-il des abus analytiques, puisque Laurent Lemoine parle d'abus spirituels, qui ne seraient pas que passage à l'acte sur le divan, mais passage à un dire qui fait acte et effraction dans le discours analytique, et qui du coup interroge l'analyste comme l'histoire de la psychanalyse, sur l'éthique de la psychanalyse certes, mais aussi sur son désir. Et vous voyez que nous tous, nous avons dans chacune des interventions rendez-vous avec ce terme désir qui aurait pu manquer dans le titre. Mais nous le retrouvons tous au détour de nos interventions. Alors, je viens de condenser ces questions en introduction, mais je vais un petit peu essayer de les développer, sachant que je vais laisser certains points en suspens, et je vais tenter de les appuyer par des schémas pour essayer de faire entendre les glissements et les déviances d'un discours à l'autre dans le transfert, et je me réjouis, juste après moi, que Arthur puisse aborder aussi un autre discours, le discours du pervers, puisque je vais essayer de faire une dialectique à l'aide de ces petits schémas entre les deux discours. En tout cas, outre appuyé par des schémas, je vais voir aussi, essayer d'apporter quelques exemples pour leur donner chair clinique, et j'ai choisi de les prendre depuis la supervision, parce que finalement, avant de penser au comité d'éthique, ça a été redit, la supervision peut être le lieu où va être mis le transfert quand il devient trop brûlant et risque le passage à l'acte. Alors, je reviendrai sur la confusion des langues, l'ouvrage de Ferenczi. Je ne vais pas reprendre tout cet ouvrage, nous le connaissons tous, mais juste le titre, puisque je suis dans la confusion des dires. Je vais essayer de vous mettre le titre ici en allemand, le voilà. Tout le monde le voit bien. Le voici en allemand. Sprachverwirrung zwischen den Erwachsenen und dem Kind. Die Sprache, donc on voit le miroir, Spracherwirrung, die Sprache, das Zärtlichkeit und der Leidenschaft. Alors, c'est traduit généralement par confusion de langue au singulier, je l'ai dit, entre les adultes, Erwachsenen, und den Kind, et l'enfant. Die Sprache, voilà que c'est traduit, le langage. Comme c'est curieux, on dit bien confusion de langue, arrive le mot die Sprache, le même que dans Sprachverwirrung, et voilà qu'on dit le langage de la tendresse et de la passion. Et vous allez voir que le lexique va nous réserver quelques surprises, et je vais beaucoup parler de confusion de lexique tout à l'heure. D'abord, le premier terme, Sprachverwirrung. En allemand, on commence par le dernier terme qui est die Verwirrung, c'est un nom. Alors, c'est certes la confusion. Voilà, on ne s'est pas trompé dans la traduction, mais attention, notre confusion à nous, elle est un peu tiède par rapport au mot confusion dans l'allemand dans lequel a été pensée la psychanalyse, parce que c'est une confusion qui confine vraiment au sens de désordre, de désorganisation. Mais c'est également l'embrouillement, l'embarras, le désarroi, l'affolement. Daniel Siboni parlait de panique ce matin, l'affolement, le trouble, la déroute. Verwirren, c'est semer le trouble, la confusion, brouiller les cartes entre l'analyste et l'analysant. Qu'est-ce que ça va vouloir dire dans le transfert? Et
jemand verwirren, c'est désorienter quand nous savons que c'est une nomenclature psychiatrique. Donc, il y a une prise en compte de l'autre. Je vous rappelle la définition de Lévinas, la mise en question de ma spontanéité par la présence d'autrui. Alors, cette prise en compte de l'éthos du pervers ou de la phénoménologie perverse, comme il s'exprime, aboutit pour Benvenuto à une conclusion à laquelle je souscris. Voilà ce qu'il écrit. En réalité, la perversion n'est pas l'usage de l'autre comme un objet, mais l'usage de l'autre comme un sujet. La subjectivité de l'autre est exploitée comme un instrument de plaisir. Pour moi, il me semble que la distinction a toute son importance entre usage de l'autre comme un objet ou usage comme un sujet. Pourquoi c'est important? Parce que si je suis face à un objet, je ne mobilise pas vraiment une attitude éthique. Au passage, j'espère que vous entendez aussi peut-être le voisinage entre l'attitude du pervers et l'attitude du psychanalyste. C'est-à-dire que le psychanalyste, il a bien besoin qu'il y ait un sujet qui se... C'est ça qu'il invite, en fait. Aussi bien le pervers que l'analyste invitent un sujet. Alors, afin de formaliser les choses, je vais partir, en fait, rapidement encore, de Marx et de la plus-value chez Marx. Marx parle de plus-value, en fait, c'est le lieu logique, le terrain d'enjeu et de tension entre le capitaliste et le prolétaire. Et il y a une autre expression qu'on peut trouver chez Marx, peut-être un peu moins fréquemment, c'est la moins-value. Mais en fait, c'est la même chose. Plus-value et moins-value, c'est l'envers et l'endroit d'une même pièce, selon qu'on regarde depuis le prisme du capitaliste ou du prolétaire, de celui qui n'a que sa force de travail à vendre. Mais chez Lacan, je crois qu'on trouve aussi quelque chose d'un peu similaire. À propos de l'objet petit a, on peut trouver aussi bien l'expression plus de jouir que l'expression manque à être. Moi, je dirais plus volontiers manque à jouir. Donc, un peu comme chez Marx, on pourrait avoir plus ou moins value. Chez Lacan, je force un petit peu le truc, mais je crois que je peux le faire. On peut avoir plus ou moins de jouir. Je me perds. Alors, en fait, ce que je vais vous proposer, c'est d'imaginer que l'objet petit a subisse une certaine opération dans la perversion, que ce n'est pas exactement la même chose, l'objet petit a chez le névrosé, que chez le pervers. Pour dire vite, il me semble que le type d'opération qui est en jeu, c'est le même qui fait passer de la position dépressive à la position schizoparanoïde. C'est un peu comme si on schizoparanoïdisait l'objet petit a, et qui ne devient non plus une valeur quantitative, plus ou moins de jouir, mais une valeur strictement qualitative, ou bien plus de jouir, ou bien moins de jouir, ou bien plus et moins de jouir, comme valeur équilibrée qu'on pourrait trouver dans le fétichisme. Je pense que la suite de mon texte va rendre les choses un peu plus claires. Voilà, donc je propose de désigner les choses comme ça. Le A, donc de l'objet petit a, ça va désigner le plus ou moins de jouir, homogènement positif et négatif, disons un peu de façon meubusienne. Excuse-moi, je projette à l'écran, tu veux désignera le plus de jouir comme valeur strictement positive et dépourvue de sa négativité virtuelle, le moins de jouir comme valeur strictement négative et dépourvue de sa positivité virtuelle, plus et moins de jouir comme valeur équilibrée. On aurait aussi bien pu noter 0 en donnant raison à Lacan pour qui le fétiche est exactement rien. Bon, moi j'ai choisi plus et moins. Le 0 aussi, ça se tient. Alors là, je vous décline quelques façons de poser les discours. Donc ça représente la ligne du haut des mathèmes lacaniens. Alors l'exhibitionniste, dont parle Lasec, par exemple, se place sous le regard d'une femme qui n'a pas de désir pour l'objet exposé, du moins pas de façon avouable et non honteuse. Cet objet se présente comme objet à jouir, plus, précisément, face à celui ou celle qui exclut absolument de son désir l'objet exhibé. Voilà, donc je pense qu'on a eu une journée quand même très riche. Oui, très riche. Il faut te remercier. Merci. Hein. Ah oui, merci. Remercier Claire Gilly et Monique Lauré. Hein. L'organisation de la journée, c'était, je crois, très riche et avec des interventions de grande qualité. Puis il faut laisser les résonances cheminer.
Voilà. Il est peut-être temps de conclure, là, je crois. Oui, voilà. On doit être fatigué. Voilà. Et puis merci à l'auditoire. Et oui, merci à l'auditoire aussi. Parce si effectivement vous avez suivi. C'est très long. Oui. Voilà. Bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée.